Comment expliquer la méfiance des Gilets jaunes vis-à-vis des médias traditionnels? Les journalistes sont-ils à la solde du pouvoir, comme l'affirment certains Gilets jaunes? Les médias ont-ils sous-estimé, voire dénigré ce mouvement de contestation? Trois des questions auxquelles va tenter de répondre Didier Maisto, président de Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le mouvement des Gilets jaunes célèbre son premier anniversaire. Vous l'auriez cru il y a un an si on vous avait dit qu'à partir du 17 novembre 2018 et pendant une année entière, tous les samedis, il y aurait des Gilets jaunes dans la rue? En tout cas, ce qu'on pouvait dire, c'est qu'on sentait dans la société fracturée, atomisée, blessée, une contestation qui venait de loin. Après, je ne suis pas Madame Irma, personne ne pouvait prédire la durée de ces manifestations et surtout la façon qu'aurait l'exécutif de la traiter, avec beaucoup de violence d'abord verbale et beaucoup de violence physique. Une répression sans précédent dans l'histoire de France, je dirais dans l'histoire contemporaine, peut-être pendant la guerre d'Algérie, mais quand on voit quand même aujourd'hui 25 mutilés, 800 blessés, plusieurs mains arrachées, des gens en prison, des mises en examen préventives, enfin des interrogatoires préventifs, on met les gens à l'écart. On n'a jamais vu ça, avec un zèle à la fois des parquets, des magistrats, des policiers, un comportement de la BAC et de la BRI tout à fait inattendu en République, puisque ce sont des gens qui se comportent comme des voyous, qui n'ont pas d'uniforme, pas de numéro de RIO apparent, et un IGPN... l'IGPN, finalement, qui est jugé parti. Tant qu'on ne judiciarise pas l'IGPN ou le contrôle de la police, c'est la police qui se juge elle-même. Je rappelle qu'il y a plus de 300 enquêtes qui ont été diligentées. Aucune, à ce jour, n'a abouti, alors qu'on a toutes les images avec les preuves les plus flagrantes de ces comportements tout à fait inacceptables dans une démocratie. Donc elle est partiale, cette IGPN, c'est caduque comme... si vous voulez, ça tient à la structure même de la police. Puisque quand vous êtes policier, vous allez en mission, vous allez travailler pendant 3-4 ans pour l'IGPN et vous allez juger des gens. On va vous demander de vous prononcer sur des policiers qui seront peut-être demain vos chefs. Donc on voit bien déjà qu'il y a un hiatus. Et quand vous avez le système qui crée lui-même sa propre audition, au sens anglo-saxon du terme, ça ne peut pas fonctionner. Si vous vous contrôlez vous-même, vous êtes dans le conflit d'intérêts permanent. Ça me semble évident. Vous parlez d'une violence verbale, même physique également, de la gestion du mouvement par le gouvernement. Qui est le responsable de cette gestion? Emmanuel Macron, Christophe Castaner, les forces de police sur le terrain? Qui est responsable? D'abord, quand on est à la tête d'un État, le premier responsable, c'est évidemment le président de la République. Ensuite, moi, je veux bien qu'il y ait un ministre de l'Intérieur, un préfet, etc., et des forces de police sur le terrain, mais il faut voir toute la chaîne de commandement. C'est quand même Emmanuel Macron qui a eu des mots très durs sur les Gilets jaunes, les factieux, les séditieux, des gens qui s'en prennent à la République, qui veulent détruire des institutions, Jojo, le gilet jaune, les gens qui ne sont rien, les illettrés. C'est lui qui a un vocabulaire, une sémantique tout à fait dans un champ violent, qui n'est pas quelqu'un qui apaise, mais qui vient cabrer. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a désigné son ennemi, qui est le Rassemblement national. Il a complètement ratiboisé, si j'ose dire, cette social-démocratie qui ne disait pas son nom, du Parti socialiste aux Républicains, mais en fait, ce sont les mêmes, ils ont la même politique, il y a des différences de vocabulaire, mais bon... Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a désinhibé ces gens-là, il a objectivé la situation, il désigne son ennemi, et donc il en rajoute. À partir de là, si vous voulez, vous avez un ministre de l'Intérieur dont on voit bien, ne veut pas être tout à fait désobligeant, mais qui n'a ni les compétences, ni la hauteur de vue, ni le sérieux, ni la formation. Je l'ai vu encore en audition avec le secrétaire d'État au Sénat. Alors pourquoi est-ce qu'il est encore en place? Christophe Castaner, il a multiplié les polémiques. Il a fait des fake news, puisqu'avec la Salpêtrière, j'y étais, tout était faux. On a accusé les Gilets jaunes d'avoir attaqué la Salpêtrière, un service de réanimation, alors qu'en fait, ils étaient gazés et ils essayaient de se réfugier. Heureusement que quelqu'un à l'intérieur a pu filmer et démontrer tout ça.
Pourquoi il est là? Parce que si vous voulez, sans mauvais jeu de mots, au royaume des aveugles, les borgneux sont rois. Donc si vous vous entourez de gens médiocres et dociles, il ne va rien vous arriver. Et on voit bien qu'autour de lui, Emmanuel Macron, il a quand même une équipe assez médiocre. Alors, justement, Emmanuel Macron, il a péché dans la gestion de cette crise par manque d'expérience ou par excès d'orgueil et de fermeté. Il a voulu montrer quoi? Que c'était un président fort, un président... Je pense qu'il a parlé... En fait, il n'a pas péché, il ne s'est pas trompé de son point de vue. C'est à quelqu'un qui ne peut pas rassembler. Mais ce n'est pas propre à Emmanuel Macron. Avant lui, quand vous regardez les précédentes élections présidentielles, c'est difficile pour un candidat de faire plus de 18% des voix. Bon. Donc la base électorale, elle est très faible, elle est très, très ténue, très petite. En réalité, quand vous ramenez ça à la participation, vous voyez que les gens aussi entre 10 et 13% du corps électoral. Donc c'est rien du tout. Il faut voir que quand il y a une branca au Stade de France, il y a 9 personnes sur 10 qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Donc il sait bien qu'il ne peut pas rassembler. Donc il parle à son électorat, les premiers de cordée. Ça suffit, si ça continue, il faudra que ça cesse. Les feignants, les fonctionnaires, les gilets jaunes, c'est factieux, c'est horrible. Le petit peuple, en vérité, il s'en moque. Il s'en tamponne le coquillard, comme l'écrivait Raymond Queneau. Donc je ne pense pas qu'il se soit trompé. Et il parle à son électorat. Le grand débat, c'était une campagne électorale anticipée qui a lancé les européennes. Et il parle aux gens qui ont envie de l'entendre et qui se confortent dans leur petit monde. Voilà. Sauf que vous avez vu dans le monde entier, on le voit à Barcelone, on le voit à Beyrouth, on le voit au Chili, pour des comparaisons, n'est pas raison, mais pour des motifs parfois différents. Mais il y a 2 constantes. Hein. C'est une corruption de la classe politique contre laquelle les peuples s'élèvent, petite caste de dirigeants comme ça qui s'en prennent au peuple, et une baisse du pouvoir d'achat. Et donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, c'est évidemment amplifié. Et les réseaux sociaux, ça était très important dans la couverture du mouvement des Gilets jaunes. Alors justement, vous dirigez un média marqué à droite, plutôt libéral, et vous avez fait le choix tout de suite de soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi? Alors il est marqué à droite par certains. Je ne sais pas pourquoi on a cette image qui est fausse, en vérité. Ne me dérangerait pas si elle était vraie, mais elle est fausse, parce que peut-être on a des gens comme Berkoff ou Valérie Expert, voilà. Mais j'ai aussi des gens comme Mauduit, Natacha Polony, qui interviennent régulièrement à l'antenne. Donc on est une radio généraliste, on n'est pas spécialement marqué. Moi, je suis pour la liberté d'expression et pour le débat. Alors en fait... moi, je voyais des gilets jaunes, j'entendais des gilets jaunes venir souvent à la radio. Et je trouvais, comme je le disais en préambule, que leur expression venait de loin, qu'ils avaient un discours construit qui faisait sens et qui était vrai. Ce n'était pas un discours de politicien, c'était fabriqué, c'était un discours puissant qui venait de loin. Je me suis dit, tiens, ces gens, ils sont vraiment intéressants. Il y avait des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, de toutes origines, de toutes conditions sociales, ethniques. Je me dis, tiens, c'est un mouvement intéressant. Et quand je regardais un petit peu sur les chaînes mainstream le compte-rendu des journées, des actes des Gilets jaunes, je me suis dit, mais ce n'est pas les gens que j'entends. C'est quoi ce hiatus? Ce n'est pas un cap, c'est une péninsule. Donc j'ai décidé une fois de prendre mon téléphone portable. C'était l'acte 9, je crois, oui, l'acte 9. Et j'ai commencé à filmer. J'ai rencontré Jérôme Rodriguez, qui avait été d'ailleurs par une de nos journalistes de Sud Radio sur CNews, attaqué de manière un petit peu limite. Et je lui ai dit, vous allez dire ce que vous pensez des médias. Il me dit, je me suis présenté, il m'a dit, vous êtes le patron de Sud Radio? Je lui ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, si. Bon, après, on a sympathisé, on est devenus amis au fil des actes. Donc, j'ai permis à ces gens qui, à juste titre, se méfiaient des médias, parce que les médias racontent quand même beaucoup de bêtises, on y reviendra, un moyen d'expression sans filtre, direct. Et je leur ai permis de dire ce qu'ils pensaient, quelles étaient leurs revendications. Et donc, au fil des actes, je voulais en faire qu'un. Et puis, je me suis pris au jeu, si j'ose dire. Vous n'êtes pas pour autant devenu la radio des Gilets jaunes, le porte-voix des Gilets jaunes? Non, je fais des débats. J'organise des débats. Et par exemple, on ne peut pas dire que les chaînes mainstream ou les chaînes d'info n'aient pas traité le sujet des Gilets jaunes. Ils ont pris tout leur samedi. Mais ça veut dire quoi traiter? Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est est-ce que les angles d'attaque sont pertinents?
Est-ce qu'on donne la parole? Comment ça se passe sur le terrain? Ben, vous avez des types qui arrivent, sauf RT, puisqu'il y avait Sud Radio et RT, et c'était à peu près tout, et je dois le dire depuis le début. Vous arrivez, les types arrivent à 9h du matin, ils posent leur caméra, souvent dans un immeuble, ils s'en vont, ils disent il n'y a pas de monde, alors que les gens, en vérité, arrivent vers midi, 13h, c'est là que ça démarre, les actes et tout. Puis ils viennent à la fin, ils disent ah, les forces de l'ordre sont agressées, c'est violent, les gilets jaunes sont des... Bon, c'est vrai que les gilets jaunes, quand ils rentrent chez eux, quand en plus vous avez ces journalistes, pseudo-journalistes, qui annonnent les éléments de langage fournis par le gouvernement, et notamment sur les chiffres de participation, quand vous êtes 20 000, comme ça nous est arrivé souvent, et que vous entendez le ministre de l'Intérieur qui, à 18h, lâche le chiffre 4 500, bah, le type, il rentre chez lui, il devient fou. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Que sont ces médias? C'est un scandale. Et quand vous avez aussi un certain nombre d'éditorialistes, notamment du service public, Renaud Dely, qui parle de vermine. Vermine. C'est fort, vermine. Hein, c'est les parasites, les poux. Hein, c'est vraiment... On déshumanise le manifestant. On a connu ça, hein, comme disait l'autre, dans les périodes sombres de notre histoire. On le déshumanise, on en fait des cafards, des rats, enfin, qu'est-ce que c'est que ce langage éditorialiste à France Info? Roselyne Fèvre, chef du service politique à France 24, qui dit, finalement, ce sont des branquignoles, racistes, antisémites, le pire de l'humanité, le pire de ce qu'on peut trouver chez l'homme, chez les Gilets jaunes. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est inadmissible. Donc je pense qu'on n'était pas trop. Sud Radio, RT, quelques-uns, et beaucoup de lives faits par des citoyens lambda pour démontrer quelle était la réalité de ce mouvement de l'intérieur. Donc quand certains gilets jaunes disent que les médias traditionnels, comme on les appelle, les médias mainstream sont à la solde du pouvoir, vous dites que cette méfiance, elle peut être légitime? Oh ben, elle est tout à fait légitime, elle vient de l'observation, ils n'ont pas forcément toutes les données. Souvent, on dit les milliardaires, etc. Nous aussi, on a un actionnaire puissant. Donc, moi, je dis attention, la question, c'est pas tant les milliardaires que savoir comment ces milliardaires ont fait leur fortune et de qui ils dépendent. Quand vous vendez des armes, quand vous faites du business dans les travaux publics, quand vous faites des affaires dans la téléphonie, c'est difficile après d'avoir un jugement, ou dans les médicaments. Donc tous ces gens-là qui possèdent des médias, qui dépendent d'autorisations publiques, c'est très difficile après d'avoir du recul et d'avoir une information impartiale. Donc voilà où est le problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à ce type de médias pour s'informer? Ça veut dire que déjà c'est suspect au départ. J'allais dire que la parole est quand même contrainte, hein. Ensuite, il y a de l'autocensure, forcément, de la part des journalistes qui ne sont pas tous à incriminer, parce que quand vous avez un actionnaire qui vous dit « tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas de telle banque parce que c'est notre banque, tu ne parles pas de tel projet parce qu'on est dans un appel d'offres », vous faites quoi quand vous êtes journaliste? Vous vous taisez, vous vous auto-censurez. Donc ça, c'est un véritable problème. Et puis, il y a aussi quand même, on l'a vu encore récemment, pour ne pas rester dans les Gilets jaunes avec l'affaire du pont de Ligonnès, beaucoup de journalistes qui sont dans une certaine paresse, j'allais dire intellectuelle, mais paresse tout court. Si vous voulez, moi je suis quand même sidéré de ne pas voir plus de jeunes journalistes avec des iPhones. Moi j'ai commencé en 89, j'étais au Figaro avec une machine à écrire que j'avais payé 100 francs à l'époque. Mais si j'avais eu des iPhones et tout, enfin, c'est quand même incroyable de ne pas les... C'est plus facile d'être journaliste aujourd'hui? Quand même, avec tous les moyens de communication qui sont mis à disposition, tout le monde a un téléphone portable. Donc si vous voulez, il y a quand même... Je parlais du pont de Ligonnès parce que beaucoup de journalistes aussi, aujourd'hui, se contentent de faire, dans toutes les rédactions, ça, hein, de la ressucée de dépêche AFP. Donc l'AFP l'a dit, bien sûr, c'est bien, l'agence France Presse. Bon, c'est très bien qu'il y ait une agence qui centralise, qui vérifie elle-même les informations, mais on peut faire un peu preuve d'esprit critique, d'aller voir sur le terrain. C'est pas... Et puis elle peut se tromper aussi, cette agence. Elle peut se tromper, puis tu veux dire 95% des rédactions, 90% sont concentrées à Paris. Bon, je ne dis pas tous les actes, mais un samedi, ne pas partir en week-end, prendre son téléphone portable, aller avoir un peu d'empathie, ou de curiosité simplement. Dire, mais qui sont ces gens? Moi, ce que j'ai entendu dans les médias
et vu de l'intérieur, parce qu'en plus le mouvement a été traversé par différentes vagues, je dirais des familles. À un moment, c'était peut-être un peu plus patriote au début, puis ensuite plus syndical, puis ensuite les banlieues sont arrivées, parce qu'on m'a dit il n'y a jamais les banlieues, etc. Mais tout est faux dans ce qu'on... dans le maintien de l'ordre, on dit ce sont eux qui sont violents. Non, ils ne sont pas violents. Quand vous êtes nassé et que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas partir, et qu'on vous tape dessus, voilà. Les Black Blocs, les fameux Black Blocs. Moi, on m'a supprimé mon compte Twitter. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'était un 1er avril, ça ne s'invente pas, j'ai publié, diffusé un certain nombre d'images où on voyait des policiers de la BAC déguisés en reporters, en gilets jaunes, mais aussi en casseurs. Je ne les ai jamais vus casser. Je les ai vus en noir. Je les ai vus exfiltrés par les gilets jaunes. Ils me disaient, toi, t'es pas reporter, toi, t'es policier, toi, t'es... Donc, à un moment, si vous voulez, par exemple, quand les voitures de l'opération Sentinelle ont été brûlées, moi, j'y étais toute la journée, j'ai filmé, j'ai pas filmé les visages pour pas mettre en péril les gens, mais j'étais parmi ces gens-là qui ont tout cassé pendant 4 heures. Autour du Sénat, toutes les banques, les assurances, personne n'a été interpellé. Et le soir, la circulation n'a même pas arrêté. On a dit, regardez les gilets jaunes, ce qu'ils ont fait. Ben ça, c'est tout à fait de l'infamie, de l'ignominie. Et dès le départ, on a voulu salir, dénigrer, étouffer ça a ce commencé, mouvement. en fait, je pense, acte 1, acte 2. Ok, très bien, il y a du monde, ils ont un peu minimisé. Acte 3, là, la République a vacillé, quoi, parce que les voitures étaient prêtes, les ministres étaient prêts à décamper. Oui, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, etc. Feu. Il y aurait beaucoup à dire sur l'Arc de Triomphe, qui étaient véritablement les gens qui ont commis les exactions, etc. J'ai quelques informations. Vous avez des doutes, vous, sur j'ai le des fait doutes, que ce soit des informations. des Gilets jaunes Voilà, bon, il y avait aussi des gens infiltrés, on a laissé faire, on les a laissés rentrer, bien connus des services de police et la préfecture. J'en dirai pas plus. Ça veut dire quoi ? Qu'on laisse volontairement les violences être commises pour montrer une certaine image ? L'acte 3 a été un déclencheur et un basculement. C'était le premier. Les pouvoirs publics se sont dit, ah bah tiens, il s'est passé ça. Et ensuite, ils ont essayé d'instrumentaliser cette violence. Et donc, quand je vois ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées avec le Fouquet et compagnie, on pouvait très bien arrêter les gens. On les a laissés faire. Ce n'étaient pas des gilets jaunes, hein. Moi je peux vous dire. Les gens qui ont pillé, etc., ce n'étaient pas des gilets jaunes. Seule la boutique du PSG était protégée et Louis Vuitton. Tout le reste, c'était open bar, comme on dit. Et il ne s'est rien passé. Donc après, si vous voulez, ça a été efficace parce que quand c'est martelé dans les médias et que vous avez la speakerine, parce que moi j'appelle pas ça les journalistes aux 20h, qui prend la mine attristée, c'est toujours le même scénario qui vous dit encore un samedi, gilets jaunes. Ce qui ne... Alors, elle commence comme ça, l'air accablé, avec ses yeux cristallins, n'est-ce pas ? Et puis elle vous dit, ah ben encore un samedi, la participation est en baisse. Ce qui ne change jamais, c'est la violence. Que vous commencez le journal comme ça, puis après vous parlez de chiens écrasés. Si vous voulez, beaucoup de personnes qui s'informent uniquement, parce qu'il y a encore les 2 tiers des Français qui s'informent par les JT, notamment les personnes les plus âgées dans la société française, à la fin, ils vont voter pour l'ordre et la sécurité parce qu'ils disent c'est la chienlit. Donc ils croient ce qu'ils voient, en fait, à la télé. C'est très difficile quand vous n'êtes pas sur le terrain et que vous montrez que des images de violence. Une image, vous pouvez condamner à mort des tas de gens avec une image. Et moi, vous savez très bien, vous êtes dans le domaine des médias. Moi, si je vous coupe l'avant, je vous fais dire le contraire de ce qui a été dit et je vous manipule des scènes. Et ça, je suis quand même pas étonné, mais un peu scandalisé. Donc pour se mettre à la page, il faut aller sur les réseaux sociaux alors. Les réseaux sociaux, en tout cas, il y a eu beaucoup de Facebook Live, énormément, sans filtre. Alors je ne dis pas que c'est la panacée, mais au moins les gens ont pu se rendre compte de comment ça se passait, comment ça se passe dans les actes de l'intérieur. Et comment on peut être nassé. Moi, j'ai fait par exemple des actes où on était à reculons. Comme des sardines, là. Donc vous avez les flics qui reculent, les CRS comme ça, où vous êtes complètement serrés. Dès que ça s'est ouvert, parce qu'on n'en pouvait plus, on a marché comme ça à 10 km, on arrive dans Paris, on était parti de Courbevoie. Il y a juste un moment, une chaîne humaine qui s'ouvre, les policiers perdent le contrôle,
je ne sais pas pourquoi, disent oh, on est débordé, on est débordé. Et vous avez 10 types de là-bas qui arrivent et qui vous matraquent. Moi, j'ai vu un type devant moi qui avait une barbe de Père Noël comme ça, qui est tombé sur sa fille, ses petits-enfants, etc. Ils étaient venus en famille massacrés, gazés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement que j'ai pu montrer ces images. Heureusement que David Dufresne a fait son travail de recensement. Et malheureusement, les enquêtes n'ont pas abouti. Heureusement, pour Steve Canico, on a pu avoir les images. Heureusement, pour Jérôme Rodriguez, j'étais avec lui quand c'est arrivé à Bastille. On était 15 000. Tout s'était bien passé. Et comme des idiots et des naïfs que nous étions à l'époque, on rendait hommage aux forces de l'ordre. Ce jour-là, parce qu'on avait commencé nos lives ensemble à 9h, en disant il y a beaucoup de suicides dans la police, les gens se mettent en maladie. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. On n'était pas du tout dans le manichéisme. Et toute la journée, on a rendu hommage aux forces de l'ordre parce que pour une fois, l'ordre était bien géré. On est passé dans le temple du luxe parisien, la rue Saint-Honoré. Il y a eu un peu des rires parce qu'il y avait une boutique Castaner, donc les gens ont fait un peu de corne de bruit, mais ça s'est très bien passé. Quand les cortèges ne sont pas bloqués, disloqués, fracassés, ça se passe bien. On arrive à Bastille, et là c'est la bataille de rue avec 10 Black Blocs, je ne sais pas trop qui ils étaient, et c'est là que Jérôme, qui fait son live et qui dit « Repliez-vous les jeunes, repliez-vous », c'est violent, il est atteint délibérément, visé par un LBD. Mais heureusement qu'on a les images, image par image, et qu'on a pu démontrer ça, puisque l'IGPN avait dit dans son premier rapport d'étape que ça avait été une grenade de désencerclement lancée en cloche. On a pu démontrer que c'était faux, que c'était inventé, que c'était un mensonge. Heureusement, rien ne vaut les faits. Un an après, est-ce que vous êtes fier de votre couverture du mouvement des Gilets jaunes? Je ne suis pas fier parce que j'aime pas trop... c'est un sentiment que je n'éprouve pas, mais je suis heureux d'avoir répondu à ma petite musique intérieure et d'avoir pu donner la parole à cette France invisible qui est toujours traitée de tous les noms, parce que vous avez beaucoup d'hommes politiques et d'éditorialistes, on va dire, qui sont toujours pour la veuve et l'orphelin, contre le racisme, contre la pauvreté, pour le peuple, contre le cancer, pour la planète. Et dès que ça s'incarne dans le peuple qui marche dans la rue, alors là, c'est horrible et tout le monde réclame l'ordre et la sécurité, y compris les philosophes comme Luc Ferry qui incitaient les policiers, il faut que ça s'arrête, à tirer à balles réelles. Mais on est où là? Quand les intellectuels et les journalistes demandent plus de répression dans le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, de Voltaire et de Rousseau, de Montesquieu, on demande ça. Il y a quelque chose de cassé au royaume des médias qui est devenu simplement un sous-royaume politicien. Et c'est ça que je déplore, parce qu'en fait, ce monde complètement consanguin, vous avez les mêmes personnes qui sont d'abord dans le monde politique et dans les médias, et qui sont aussi dans la régulation au CSA et au Conseil d'État. C'est ce qu'on appelle l'oligarchie. Ce sont des gens qui ont fait des écoles ad hoc et qui, parce qu'ils rentrent au service de l'État, peuvent ensuite se partager toutes les fonctions, les représentations et les responsabilités syndicales, économiques, médiatiques et judiciaires. Et ça, c'est très grave. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens, comme Juan Branco, comme moi-même, qui avons mis en exergue cette consanguinité, ces conflits d'intérêts permanents qui font que, finalement, vous avez une petite centaine de personnes qui tient à peu près tout ça et qui ne veut pas de vagues. Et vous, vous êtes resté droit dans vos bottes tout au long de ce mouvement, malgré les pressions, malgré les menaces de mort aussi parfois? Oui, des menaces, on en a tous eu. Je sais où tu habites, on va te faire la peau, surveille tes enfants, tu roules à moto, un accident va vite arriver. Moi, j'ai continué à tracer mon chemin, qui est pas le mien d'ailleurs, qui est celui des pauvres Français et des pauvres Françaises qui travaillent et qui essaient de s'en sortir et qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Parce que j'ai beaucoup entendu la mode, les fake news, mais qui fabrique les fake news à part les États et qui les propage à part les médias mainstream? Je ne vois pas. Un simple exemple, l'Institut Montaigne, think tank libéral, proche de M. Macron, qui avait hébergé d'ailleurs La République En Marche, à la même adresse, au début, vous vous en souvenez. Bon, on ne peut pas suspecter ce think tank de gauchisme révolutionnaire ou d'anarchiste. Bon. Ils ont fait une étude remarquable pour expliquer qui étaient les Gilets jaunes.
sociologiquement, etc. Donc, on voit bien que par catégorie d'âge, par catégorie socio-professionnelle, les gilets jaunes sont plus actifs que la moyenne d'âge et de catégorie rapportée à l'ensemble de la société. Vous avez plus de femmes seules qui travaillent, qui sont gilets jaunes, plus de professions libérales qui travaillent, qui sont etc., etc. Donc de dire et de propager que ce sont des gens qui vivent de rapines, d'aide sociale, etc., c'est un scandale. Parce que, voilà, ça ne résiste pas à la vérité des faits. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est à la fois le terrain et cette mise en perspective pour, je ne veux pas faire une démonstration, mais juste montrer, ça suffit, qui sont ces gens dans toute leur diversité, cette France invisible, cette diagonale du vide. 80% des gens vivent sur 20% du territoire. Et en fait, les revendications qui s'expriment dès le départ, justice fiscale et sociale, plus de démocratie, et un certain humanisme à remettre en avant, et non à cette classe politique complètement corrompue, non à l'Europe aussi, j'ai beaucoup entendu, à cette Union européenne et cette Commission qui dérégule et qui fracasse tout. Donc c'est ce qu'ont exprimé les Gilets jaunes et qui continuent à le faire, parce que je pense que ce mouvement ne s'arrêtera pas. Et il a semé un certain nombre de choses dans la société, une prise de conscience, il sera peut-être modifié, il va s'amender, ça débouchera sur autre chose. Il n'y a pas les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes, c'est une prise de conscience. À un moment où vous pouvez être dans votre boulot, vous enfilez un gilet jaune parce que vous dites j'en ai marre de cette société-là, je veux autre chose. Didier Maisto, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de Sud Radio. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette grande interview. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur RT France.